international. Mais avant de commencer à parler d'international, ce que j'aimerais, c'est que vous vous présentiez à tour de rôle, vous en tant que CTO, et puis aussi les structures que vous représentez cet après-midi. Donc je suis Mathieu Pérez, CTO de Travelcar. À Travelcar, on propose des solutions de mobilité pour les voyageurs. Donc on a une première offre de parking gratuit qu'on met à disposition des voyageurs qui veulent voyager et donc qui veulent se rendre à l'aéroport avec leur véhicule personnel et qui déposent leur voiture dans un de nos parkings gratuitement qu'on leur met à disposition. Et en contrepartie, ils nous autorisent à louer la voiture pour eux. On a complété cette offre avec une offre de parking payant pour tous les gens qui ne souhaitaient pas ou qui ne pouvaient pas partager leur véhicule personnel pour des questions d'assurance ou parce que la voiture était trop importante pour eux. Et donc on s'est associé avec des opérateurs de parking payant pour proposer des parkings à prix attractifs. Enfin, en parallèle à ces deux offres de parking, on propose de la location de voitures. Donc, comme vous avez compris, on propose de louer les voitures des voyageurs pendant qu'ils ne les utilisent pas, c'est-à-dire pendant qu'ils voyagent. On propose également, on le sait un petit peu moins, les voitures des flottes d'entreprises lorsque les employés ne les utilisent pas. Donc ça survient au moment de l'été et justement au moment où nous on en a le plus besoin, on est capable comme ça d'enrichir notre flotte. On propose également les offres des loueurs traditionnels comme Hertz, comme Avis. Et enfin, depuis janvier, on met à la location les voitures des concessions automobiles, donc notamment avec PSA depuis le début de l'année. Donc on propose comme ça un ensemble de services, on essaie de proposer, d'enrichir, d'avoir une offre de plus en plus exhaustive qu'on met à disposition de nos voyageurs, tout simplement. Merci Mathieu. Patrick ? Bonjour tout le monde. Donc, je suis Patrick, je suis le CTO de Vestiaire Collectif que j'ai rejoint il y a 2 ans environ. Donc, Vestiaire Collectif, qu'est-ce que c'est ? C'est une communauté de passionnés de la mode qui interagissent via notre plateforme et via la place de marché. Une des particularités et un des atouts majeurs de Vestiaire Collectif, c'est qu'on est tiers de confiance, non seulement sur le paiement, mais aussi sur la qualité de notre catalogue. En fait, on valide, on contrôle et on authentifie systématiquement l'ensemble des produits qui sont mis en vente via notre plateforme, ce qui fait que l'utilisateur qui achète un sac à 10 000 € est sûr d'avoir ce sac à 10 000 € et pas une vulgaire contrefaçon. Donc ça, c'est une vraie particularité de Vestiaire Collective. Notre promesse pour nos différents utilisateurs, c'est que pour le vendeur, notre promesse, c'est de lui offrir un reach le plus important possible et donc du coup de lui promettre que son article exceptionnel et son article de qualité sera revendu et trouvera un acquéreur le plus rapidement possible. Et pour l'acheteur, la promesse, c'est l'acheteur qui est à la recherche de pièces exceptionnelles a de grandes chances et le plus de chances de le trouver sur la place de marché de Vestiaire Collective ou par le biais de notre communauté, en sollicitant la communauté, en étant inspiré et en trouvant la pièce de ses rêves. On va revenir justement sur cette promesse et l'internationalisation, le mot n'est pas facile à dire, de cette promesse. Juste avant, Mathieu, je voudrais revenir sur Travelcar. Comment est-ce que les compagnies aériennes ont vu arriver Travelcar ? Comment ? Les aéroports, pardon, excusez-moi. Les compagnies aériennes qui sont un peu liées aux aéroports, mais effectivement plutôt les aéroports qui sont les hébergeurs effectivement de ces sources de mobilité quatre roues. Comment est-ce qu'ils vous ont vu arriver ? Je pense que ça a été, j'imagine, votre premier gros chantier avant de partir international, déjà de convaincre les aéroports au sein de notre pays. Ça s'est fait en parallèle, je dirais. C'est vrai qu'au début, on n'était pas forcément vu d'un très bon œil, puisqu'on était vu, enfin on pense qu'on était vu comme un simple agrégateur de parking qui faisaient concurrence à leur propre parking. Et puis, ils ont vite compris en fait l'intérêt de notre offre de parking gratuit qui leur permettait dans un premier temps de désengorger leur parking pendant leur pic de haute saison. Autrement dit, on était capable pour eux de leur permettre d'accepter plus de clients qu'ils ne le faisaient à l'ordinaire. Le deuxième point, justement, c'est qu'on travaille avec beaucoup de compagnies aériennes, également beaucoup d'agences de voyage, ce qui fait qu'on est capable d'apporter à ces aéroports qui, au début, étaient un petit peu frileux à notre présence, de leur apporter une clientèle qui était ciblée. On était capable de leur proposer une offre qui était adaptée à leurs besoins. Essentiellement ça. On était capable aussi de proposer une offre qui était adaptée à leur porte-monnaie. On leur propose à la fois une solution de parking gratuit, de parking payant à prix attractif, et les parkings officiels qui sont un peu plus chers.
Et enfin, ce qui intéresse beaucoup les aéroports, c'est notre connaissance du métier. En fait, on apprend beaucoup de nos clients, on apprend de leurs usages, on essaie d'optimiser en permanence nos parcours de réservation, on essaie de les rendre les plus rapides possibles, les plus efficaces. Et ce qui fait que, et là je peux en parler parce qu'on l'a évoqué récemment dans la presse, on référence depuis peu les parkings de l'aéroport officiel de Perpignan et on a observé très vite des taux de conversion proches de 40%. Donc en fait, tout cumulé fait qu'on s'entend plutôt bien avec les aéroports. Et à ce jour, on référence un peu plus de 150 parkings officiels d'aéroports. En parlant de chiffres, parlons concret et parlons de votre extension géographique. Aujourd'hui, vous êtes dans 61 pays, donc vous êtes passé effectivement de cette phase de lancement qui était il y a très peu d'années à 61 pays. Ce serait quoi, selon vous, les grandes étapes que vous avez traversées pour justement arriver aujourd'hui quand même à une extension qui est assez remarquable, 61 pays quand même? On a commencé notre activité en septembre 2013, donc location de voitures, parking gratuit. On a complété cette offre avec du parking payant en 2014 et on a commencé à commercialiser nos offres hors de France en 2015. Donc on a commencé par des pays francophones, la Belgique, la Suisse, progressivement l'Espagne, l'Allemagne, je ne saurais plus dire dans quel ordre. Et tout a basculé en 2016. En 2016, on était sur le point de racheter un concurrent américain qui s'appelle Flycar, dont on a évoqué. Flycar qui faisait exactement la même chose que nous, quelques mois plus tard, qui proposait une offre de parking gratuit couplée à une offre de location de voiture. Ils faisaient tout comme nous, on est allé chez eux, on est allé les rencontrer, on est allé dans leurs locaux, on a rencontré les fondateurs, les employés. Et donc tout se passait bien. On est allé chez eux pour signer. Et le jour de la signature, quelques minutes avant, on a appris que Mercedes qu'avait conclu le deal avec Flycar juste avant nous. Mais c'est pas grave, nous on était quand même bien motivés pour aller aux États-Unis. Donc finalement, on a décidé d'y aller par nos propres moyens. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a fait évoluer la plateforme pour pouvoir opérer nous-mêmes le parking gratuit et la location de voitures aux États-Unis. On a annoncé les premières agences, donc c'était l'été 2016. Et donc entre le moment où on a pris la décision d'y aller et le moment où on a ouvert nos premières agences, il s'est passé quelques mois. On a ouvert nos premières agences à Los Angeles et à San Francisco en avril 2017. Après, je peux peut-être donner quelques chiffres. Avec plaisir. Donc cette même année, en 2017, on était présent dans 48 pays à la fin de l'année. Et fin 2018, donc très récemment, on a ouvert notre 61e pays qui était la Thaïlande. Voilà. On reviendra tout à l'heure sur le travail, j'ai envie de dire back-office, ou en tout cas la partie technique. Patrick, côté vestiaire collectif, la question ne se pose pas vraiment, puisqu'en fait, vous avez été pensé comme une structure dont l'ADN est international par nature. Qu'est-ce qui fait que ça a fonctionné ? Quels sont justement les grands marqueurs chez Vestiaire Collectif qui font que ça fonctionne, qu'aujourd'hui c'est une structure globale ? Oui, alors, en effet, Vestiaire Collective, à l'origine, a été conçu dans l'optique d'ouvrir les catalogues au plus grand nombre de personnes possible. Donc, pourquoi Vestiaire Collective à l'origine ? Les fondateurs se sont dit, il y a trop de pièces exceptionnelles que vous avez aimées un jour et qui sont en train de dormir dans votre dressing. Donc, l'idée, c'est de se dire, il y a peut-être d'autres gens qui peuvent être intéressés par ces pièces exceptionnelles. Donc, ouvrons votre dressing, digitalisons-le et faisons en sorte que vous puissiez le revendre à des personnes qui seraient intéressées par les pièces par lesquelles vous êtes plus intéressé. La problématique de ça, c'est qu'il y a des pièces qui ont été achetées de collection d'il y a 5-10 ans qui sont passées de mode dans le pays dans lequel la personne les a achetées et qui du coup ne trouvera pas d'acquéreur dans ce pays-là. Et donc du coup, pour garantir la promesse qu'on fait au vendeur que sa pièce exceptionnelle sera vendue et rapidement, l'idée c'était d'ouvrir et d'internationaliser en fait le catalogue et notamment le reach, et donc du coup de faire en sorte que des utilisateurs à travers le monde puissent aller visiter ce catalogue, découvrir ce catalogue et trouver la pièce qui était le plus désirable pour eux. Il y a des exemples assez parlants. On a des gros pays de sourcing et des gros pays d'acheteurs. Et les gros pays d'acheteurs sont des pays dans lesquels des pièces qui étaient désirables il y a 5 ans dans un pays de sourcing ne le sont plus du tout, mais le sont chez eux. Donc en fait, il y a une espèce de shift de mode et de désirabilité comme ça à travers les pays. Donc du coup, effectivement, toute cette notion-là fait que l'ouverture de Vestiaire Collective au monde était juste
indispensable. C'est pas possible de faire autrement, quoi. L'autre chose qui fait qu'il est absolument indispensable de partir à l'international et que au début Vestiaire Collectif s'est construit sur la logique de c'est quoi la femme parisienne et comment inspirer le reste enfin, les utilisateurs via ce modèle-là. Sauf que ça a une limite au bout d'un moment, c'est que tout le monde n'est pas forcément inspiré par la femme parisienne et que l'idée c'est que la communauté puisse aussi s'auto-inspirer. Et pour que la communauté s'auto-inspire, il faut des cultures différentes, des styles différents, des modes différentes. Et à ce moment-là, il faut aussi ouvrir la communauté et laisser des gens à travers le monde s'exprimer. Donc tout ça fait partie de la vocation de Vestiaire Collectif à s'étendre à l'international. Ça s'est très bien passé parce qu'on était un des seuls voire le seul, on est le leader aujourd'hui européen, mondial sur cette industrie-là et sur cette activité-là. Donc ça s'est assez bien passé et l'attraction a été assez immédiate, ce qui fait que nous, on a rapidement pu construire sur ces fondations-là. Et après, on a effectivement passé la complexité qui était d'ouvrir un catalogue physique de biens à l'international, qui est notamment gérer le flux d'envoi et de transport de biens physiques à travers des frontières. Et là, on parle de biens de luxe avec des matériaux qui sont assez rares et assez particuliers, et de problématiques de prohibition et de droits à l'import qui sont dépendants de chaque pays. Donc ça, il a fallu le construire, il a fallu le mettre en place dans la plateforme. Ça a été un travail et je pense qu'on est les seuls aujourd'hui à maîtriser cette capacité à faire transiter ce genre de produits-là à travers les frontières. L'autre problématique, c'était qu'un utilisateur italien ne parle pas la même langue qu'un utilisateur australien ou qu'un utilisateur à Hong Kong, et que l'idée, c'est que pour qu'il puisse justement être l'un inspiré ou devenir l'un l'acheteur de l'autre, il faut qu'il puisse communiquer. Et donc pour communiquer, il faut traduire notamment le contenu généré par l'utilisateur. Ça, c'était une autre problématique et un autre gros challenge, et c'est d'ailleurs toujours un challenge de Vestiaire Collectif, c'est de faire en sorte de créer cette espèce de Babel de la mode et du luxe, et donc du coup de faire en sorte que l'utilisateur puisse accéder au contenu qui est posté par les autres utilisateurs dans la langue qu'ils maîtrisent eux, pour justement favoriser cette interaction. C'est un vrai travail de l'homme. En tout cas, le succès, il est technique aussi pour cette extension internationale, en tout cas cette création internationale. Vous m'aviez évoqué trois points hyper importants pour justement expliquer ce succès. Est-ce que vous pouvez le partager avec le public ? Oui, bien sûr. Et donc du coup là on rentre dans la partie technique. Donc oui, effectivement, il y a 3 points qui sont absolument clés pour réussir, enfin en tout cas d'un point de vue marketplace, pour réussir son expansion internationale. Le premier, c'est la performance. Donc un utilisateur, il va vouloir naviguer dans le catalogue, il va avoir une certaine exigence de qualité et de performance où qu'il soit dans le monde. Donc on ne peut plus ne juste dépendre d'un serveur physique localisé à un endroit et compter sur la patience de l'utilisateur final en Australie, qui aura des secondes de latence entre l'envoi de la requête et la réponse si le serveur est hébergé en France. Donc ça, il a fallu adresser cette partie-là, et du coup, pour adresser cette partie-là, une des solutions les plus évidentes, c'est de virtualiser sa plateforme pour du coup pouvoir déporter des modules de sa plateforme dans des zones géographiques qui sont le plus proches de l'utilisateur final. Donc ça, c'est la première problématique. La deuxième problématique, c'est notre capacité à scaler et à monter en échelle en fonction des pics locaux. On a des équipes qui sont localisées dans les différents pays sur lesquels on est présent. On a des équipes qui sont extrêmement actives dans ces pays-là, qui font des campagnes marketing, qui font des couvertures RP, etc. Donc il faut que nous, 24/7, on soit capable de supporter n'importe quel pic et d'absorber n'importe quel pic, sachant qu'on n'est pas forcément prévenu en avance et que ces équipes-là ont toute latitude pour avancer de façon autonome sur leur communication et la façon de advertiser Vestiaire Collectif. Donc ça aussi, c'est une grosse problématique, et cette problématique se résout aussi par la virtualisation, parce que comme le panel précédent le disait, c'est extrêmement simple d'aller monter en échelle sur une plateforme comme AWS. Voilà, il suffit de automatiquement se rendre compte que les serveurs ou le niveau de ressources accessible n'est plus suffisant pour en rajouter, et donc du coup supporter et absorber la charge. Et donc le troisième point, j'en ai parlé avant, c'est la traduction. Donc là, effectivement, c'est monter en place la structure technologique qui permet de automatiquement traduire du contenu d'une langue à une autre à la demande de l'utilisateur, quand l'utilisateur a besoin que le contenu lui soit traduit. Merci Patrick. Mathieu, si on revient sur Travelcar, comment s'est passé justement
cette extension, mais sous l'aspect technique. En fait, vous êtes le CTO de Travelcar, donc je pense très bien placé pour nous parler justement de cette extension technique aussi, pour s'adapter au marché. Quels sont les différents points clés que vous pouvez évoquer aujourd'hui pour nous expliquer tout ça? Alors, on a commercialisé nos premières offres en Europe. Donc, la question ne se posait pas vraiment, parce qu'on retrouve en Europe les mêmes questions de TVA. Les gens règlent toujours en euros. Donc, il n'y avait pas vraiment de spécificité. La question s'est vraiment posée au moment où on est allé aux États-Unis. Donc, on avait deux solutions. C'était soit de dupliquer la plateforme qu'on avait développée pour l'Europe et la dupliquer pour les États-Unis, ou bien, et c'est la solution qu'on a choisie, c'était de faire évoluer la plateforme pour adresser les spécificités du marché américain. Donc c'était pour des questions de scalabilité, pour de fluidité de parcours client, parce que nos clients sont des voyageurs, ils peuvent se rendre d'un continent à un autre, et donc on a préféré, donc voilà, comme j'aime dire, pousser les murs. La vraie problématique qu'on a rencontrée finalement, ce sont les moyens de paiement. Au-delà même des taxes, des traductions, du système métrique. Aux États-Unis, ils parlent en miles, nous on parle en kilomètres. Gérer les multiples devises. Le vrai problème était les paiements, parce qu'en France, et comme dans beaucoup de pays, on est habitué à faire nos règlements sur Internet avec notre carte bleue, et ce n'est pas forcément le cas dans tous les pays. On a ouvert des marchés et on a observé des taux de conversion très faibles. Et en creusant, on s'est vite aperçu qu'en fait, on ne proposait pas le bon moyen de paiement, le moyen de paiement le plus populaire du pays. Et donc, on a progressivement ajouté à notre plateforme de plus en plus de moyens de paiement. On gère plus d'une vingtaine de moyens de paiement. Je pense à Kiwi Wallet en Russie, à Softforge, GiroPay en Allemagne, etc. Donc, voilà, toutes sortes de paiements. Donc, c'était vraiment le même problème, enfin le gros problème. Donc, finalement, on a réussi à construire une plateforme qui soit globale et unique, et qui gère toutes les spécificités de tous les marchés. C'est très clair. Patrick, vous êtes arrivé il y a 2 ans chez Vestiaire Collective. À l'époque, les solutions utilisées, les partenaires n'étaient pas les mêmes. Qu'est-ce qui vous a convaincu de lancer les démarches avec Amazon Web Services et à justement migrer un certain nombre de services? Oui, alors, comme dit avant, il y avait toutes ces problématiques à régler et toutes ces problématiques à adresser d'un point de vue technologique. À l'époque, on a fait un petit benchmark. AWS était le partenaire qui nous a répondu le plus ouvertement, le plus rapidement, qui a été le plus réactif, qui nous a mis à disposition des ressources des talents et des experts pour nous accompagner dans notre logique de migration. Donc ça a été quasiment évident pour nous d'aller chez AWS. Il y a d'autres raisons. AWS, c'est la plateforme la plus complète avec le nombre de services le plus complet. On pouvait facilement aller déporter une partie de notre architecture existante sur AWS sans surcoût de développement. AWS a des data centers à tous les endroits où on a des utilisateurs. Donc il y a aussi un vrai intérêt à aller chez AWS. Et voilà, globalement, c'était ça la principale raison de migration chez AWS. Et si vous deviez définir, disons, trois grandes forces d'AWS pour les entrepreneurs, les potentiels CTO, les personnes avec nous cet après-midi, qui pourraient, pour ceux qui ne sont pas spécialement encore convaincus ou pour ceux qui sont les encourager à rentrer en contact avec les équipes d'AWS, ce serait quoi ces, disons, 3 points clés, 3 grandes forces? Alors, d'un point de vue technique, c'est la flexibilité de la plateforme. C'est vraiment, globalement, AWS fournit des solutions propriétaires, basées sur des solutions open source, mais propriétaires qui ont été tweakées, ajustées, optimisées. Donc c'est intéressant, mais AWS propose aussi la capacité d'héberger des solutions open source complètement standard. Donc à la keynote de ce matin, on parlait de Kubernetes. Typiquement, c'est une des solutions qui est complètement open source et sur lesquelles on peut facilement déployer sur AWS. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous attire, parce qu'on ne souhaite pas forcément être complètement bindé avec AWS. Et AWS permet justement, peut-être se tirer une balle dans le pied, mais en tout cas, permet à des acteurs comme nous de monter en compétence sur des technologies standards et quand même de les héberger sur un cloud qui a la capacité d'AWS. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. L'autre chose qui est intéressante,
vais mentionner après, et qui du coup nous a convaincus aussi, c'est la disponibilité des équipes d'AWS et surtout leur capacité à comprendre rapidement ce sur quoi on travaille et comment on y travaille et comment on veut y travailler et quelle est notre problématique et comment adresser cette problématique. C'est vraiment des gens extrêmement experts sur leur plateforme et sur leur architecture, et c'est des gens suffisamment humbles aussi pour pouvoir dire non, on n'a pas forcément cette expertise-là nous, donc on va aller solliciter un autre expert de AWS. Donc ça c'est extrêmement intéressant aussi, et ça nous aide beaucoup et ça nous rend très sereins aussi dans nous, notre envie et notre capacité à continuer à migrer notre plateforme sur le cloud AWS. Merci. Mathieu, en complément En complément des propos de Patrick, je dirais en 1, c'est l'accompagnement de AWS sur les startups. Très vite, on a eu un account manager dédié qui prend régulièrement nos nouvelles, qui nous demande si ça va bien, comment il peut nous aider. Ça, c'est très important. Il nous propose également régulièrement des formations, donc on est capable d'envoyer nos développeurs pour qu'ils aillent se former à des nouveautés AWS, parce qu'il y en a tous les jours, et également à des best practices qu'ils vont partager. Donc ça, c'est très enrichissant. Le deuxième point, c'est la facilité de prise en main, la facilité d'usage. C'est vraiment très appréciable. Enfin, c'est la fiabilité des services surtout. Et enfin, c'est la richesse de l'écosystème. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais nous, on utilise AWS pour à peu près tout ce qu'on a besoin de faire. Je pense à la gestion de code, l'intégration continue, l'hébergement de plateformes de production, de tests, de développement évidemment, mais aussi l'envoi des emails, des push mobiles, des SMS, la gestion de nos DNS. On y fait à peu près tout. Et c'est super agréable lorsqu'un développeur a besoin de développer un nouveau service, a besoin d'exploiter un nouveau service, de lui dire eh bien, navigue dans le catalogue de AWS, va piocher le service qui va bien. Et ça lui évite de souscrire à un nouveau service, d'aller accepter des conditions d'utilisation, d'aller les faire relire par notre service juridique et de sortir à nouveau la carte bleue. Ça accélère les développements. Donc pour moi, c'est les 3 points les plus essentiels. Merci. Et pour finir, j'aurais une question d'ordre plus journalistique. Quelle vision à moyen terme, respectivement, pour Vestiaire Collective et Travelcar ? À moyen terme, donc on a développé nos services actuellement, donc location de voitures, parking payant, parking gratuit sous forme de briques distinctes. On s'est étendu, donc, comme on l'a évoqué, dans beaucoup de pays. Donc la première chose qu'on va faire, c'est développer une nouvelle offre qui est une offre de transfert. On va permettre aux gens qui ne disposent pas d'un véhicule personnel ou qui ne souhaitent pas se rendre à l'aéroport avec leur véhicule personnel, de réserver un chauffeur, de réserver une navette pour s'y rendre. Donc ça, c'est le premier sujet. Donc toujours plus d'offres pour les voyageurs. Et le deuxième point, c'est qu'on va continuer à s'étendre, à ouvrir de nouveaux pays, parce qu'il y a encore une bonne 60aine de pays qu'on peut ouvrir. Et finalement, le vrai objectif, ça va être de combiner tous ces services, d'exploiter tout le potentiel, enfin le fait qu'on soit présent dans autant de pays pour proposer à nos voyageurs la meilleure expérience de voyage possible, avec l'objectif à terme d'aider un voyageur, d'accompagner un voyageur d'un bout à l'autre de son voyage. C'est-à-dire à partir du moment où il sort de son domicile et qu'il se rend à son hôtel, on veut être présent et on veut l'aider dans cette démarche. Voilà. C'est très clair. Merci. Patrick, le mot de la fin. Merci. Donc moi, c'est plutôt une vision court ou moyen terme. On est globalement à un moment charnière de la consommation sur Internet et de la consommation globale, où les utilisateurs se rendent de plus en plus compte que la consommation first-hand n'est plus tellement pertinente dans voilà, et que du coup le second-hand et l'économie circulaire commence à devenir de plus en plus prégnant et de plus en plus important pour les consommateurs, les utilisateurs et notamment les utilisateurs de nouvelles générations. Et dans ce cadre-là et dans cette perspective-là, on est encore une fois via notre ADN absolument au cœur de la problématique. Et nous, notre idée et notre vision, c'est d'engager notre communauté dans cette transformation-là, de vraiment accélérer via notre communauté et via notre plateforme et notre produit, d'accélérer cette transformation vers de l'économie et de la consommation raisonnée. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci à vous pour votre présence.